Le brouillard englobe le nord de la côte pacifique du Canada la majeure partie de l'année. La forêt pluviale du Grand Ours, à la frontière de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, n'a pas changé depuis la dernière période glaciaire. Mystérieuse, elle est peuplée de créatures sauvages et mythiques. La plus rare d'entre toutes est l'ours Kermode. Les Indiens l'appellent Mochkemo, l'ours esprit. Il n'y a pas de route dans la forêt pluviale du Grand Ours, et nulle part de toute façon sur cette côte. Le meilleur moyen d'accéder à ce labyrinthe d'îles est le bateau. Une équipe scientifique navigue vers la forêt du Grand Ours dans l'intention de lever le voile sur quelques-uns de ses secrets. Peu de régions du monde produisent autant de biomasse que cette forêt pluviale tempérée. C'est la plus grande et la plus productive de la planète. Elle se trouve sur la côte ouest du Canada. Ses fjords et ses îles s'étendent sur plus de 300 km le long du Pacifique Nord. Ces îles et ces bois sont la terre des Indiens Gitgats. Dans leur culture, l'homme ne fait qu'un avec la terre, la forêt, l'océan. Et les animaux sont ses frères. La légende raconte qu'en souvenir de l'âge glaciaire, le corbeau, figure de la création, aurait décidé qu'un ours sur 10 serait doté d'une fourrure blanche. C'est ainsi que seraient nés les ours esprits, les ours blancs de la forêt pluviale. Ils vivent au cœur des forêts, sur les îles et le long des rivières de la côte nord de la Colombie-Britannique. Seuls quelques hommes ont eu la chance d'en observer. Les montagnes côtières bloquent les nuages en provenance de l'océan. Ils sont contraints de s'élever et libèrent ainsi leur humidité. Les précipitations quasi permanentes qui en résultent sont le moteur de la forêt pluviale. Jamais il ne s'arrête. Les roches, les arbres, vivants ou morts, sont tous couverts d'une épaisse couche de mousse qui remplit une fonction capitale. Elle retient l'humidité. C'est ce qui permet à la forêt d'être en permanence moite et fraîche et de stabiliser les conditions de vie de tous les animaux. Dans les forêts pluviales tempérées du Nord, la biomasse ne se décompose pas aussi vite que dans les forêts tropicales. Les organismes destructeurs sont lents et ont besoin de beaucoup plus de temps pour accomplir leur œuvre. Malgré tout, cette forêt est plus productive que celle des tropiques. Dans cette région reculée, faire des recherches ou tout simplement se déplacer n'est pas chose facile. Peu de petits bateaux s'aventurent aussi loin au nord. La période la plus propice pour observer des ours est celle où ils rejoignent les rivières pour le grand événement de l'année, l'arrivée des saumons à la fin de l'été. Pour l'instant, le calme règne.
Sur les îles les plus éloignées, l'équipe scientifique a repéré une meute de loups côtiers. De petite taille, ils forment une sous-espèce génétiquement distincte des loups gris qui vivent plus à l'intérieur des terres. Ils sont isolés sur ces îles depuis l'âge glaciaire et sont les seuls loups à manger du poisson. D'ailleurs, les carcasses de mammifères marins échoués sur les plages constituent l'essentiel de leur alimentation. Mais toute cette nourriture attire aussi d'autres visiteurs. Les jeunes loups n'ont rien à craindre de l'ours noir. Au printemps et en été, les ours ne mangent que des baies et de l'herbe. Ils se déplacent lentement et économisent leur force, car cette alimentation ne leur permet pas de prendre du poids. Les loutres de rivière qui vivent sur ces îles se sont adaptées à l'eau de mer. Pour elles non plus, l'ours ne constitue pas une menace. Elles sont rapides et futées. La zone intertidale, la portion de littoral située entre les limites de marée haute et de marée basse, offre moules, petits crabes et poissons à volonté. Les corbeaux, les crieurs publics de la forêt, annoncent l'arrivée d'un visiteur. Marvin Robinson est guide et membre de la tribu Gitgat. Il est à la recherche des saumons et des ours esprits. Cette forêt a beaucoup d'importance pour moi. Il y a environ 18 ans, c'est ici que j'ai vu mon premier ours esprit. Jusque-là, les ours esprits avaient toujours été entourés de mystères. Nous n'avions pas le droit de les évoquer. On nous disait de garder le silence si on en voyait un. Il ne fallait en parler à personne. Pour celui qui en voit un, c'est une grande chance. Très peu de gens ont vu ces ours rarissimes. Avec le temps, j'ai trouvé de bons coins pour les observer. Mais on ne les divulgue pas aux étrangers. Sur les îles, les vagues et les tempêtes hivernales ont façonné des plages magiques. La plupart des îles sont rocailleuses et escarpées. Les grands estuaires et les criques peu profondes sont rares. Mais les falaises abruptes offrent aussi de la nourriture. Et parfois, certains chanceux peuvent y observer des ours esprits. Les proies des ours sont collées aux rochers dans la zone intertidale. À marée haute, quand les œufs natifs sont couverts d'eau, ils ressemblent presque à des animaux d'un autre monde. Les cires, ces appendices qui ressemblent à des plumes, leur servent à filtrer le plancton. Difficile d'imaginer que ces petites créatures sont cousines des crabes. Cet ours illustre à quel point l'océan est important pour les habitants de la forêt. Mais il y a aussi de quoi nourrir les plus grands animaux marins, comme les baleines. À
À marée basse, les moules et les œufs natifs sont à découvert. Ils sont fermement accrochés au rocher, mais l'ours esprit les détache sans mal et s'offre une délicieuse collation. Aujourd'hui, l'équipe scientifique a pris la mer pour tenter d'observer l'ours esprit. La chance leur a souri. On estime qu'il y a entre 400 et 1000 ours esprits. Ils sont encore plus rares que les pandas géants. Depuis la mer, il y a d'autres espèces à observer. Les baleines à bosse sont curieuses et parfois même joueuses. Le long de la côte, elles n'ont absolument pas peur des humains. L'équipe se rend à Hartley Bay, où vit Marvin Robinson. C'est l'un des rares villages que compte la côte. Ici non plus, il n'y a pas de route, mais seulement quelques passages en bois entre les maisons. Cela n'empêche pas les habitants de faire pleinement partie du monde d'aujourd'hui. Près de 150 personnes vivent à Hartley Bay. La plupart sont des guides-gattes. Ils se font un plaisir d'accueillir les rares visiteurs qui viennent jusqu'à leur communauté isolée. Ils sont fiers de l'héritage de leurs ancêtres qui vivaient ici et pêchaient dans ces mêmes fjords. La Maison Longue est le centre spirituel du village. Les familles viennent ici pour chanter et danser, tandis que les anciens transmettent les légendes de leur tribu. Leurs symboles reflètent la nature environnante. Avec l'aide des esprits, les chefs espèrent protéger leurs terres pour les générations futures. Certains des plus anciens et des plus grands arbres du Canada poussent ici. Épicéas de Sitka géants, cèdres rouges, cyprès jaunes, pruches, tous ont besoin de fraîcheur, de brume et de pluie. En août, le parfum des baies mûres envahit la forêt. Myrtilles, baies de sureau ou de Gaultérie poussent ici en abondance. Elles jouent un rôle capital pour les ours. Elles leur permettent de traverser les mois d'été en attendant l'arrivée des saumons. Les ours esprits, aussi appelés kermodes, ne sont pas des albinos. Ce sont des ours noirs, blancs. Une mutation qui remonte très probablement au dernier âge glaciaire, quand il fallait se camoufler dans la neige. La gourmandise des ours aide la végétation à se développer. Ils dispersent jusqu'à 400 000 graines par jour dans leurs crottes et permettent aux plantes de coloniser de nouveaux territoires. La brume peut recouvrir la forêt et plonger un paysage ensoleillé dans la pénombre en l'espace de quelques minutes.
Les îles de la forêt pluviale du Grand Ours font face à la côte en rang serré. À marée haute, des millions de litres d'eau de mer chargés en nutriments avancent à travers des passages étroits avant de refluer à marée basse. Ils balaient tout sur leur passage et se transforment en élixir de vie. En août, de grands bancs de jeunes poissons migrent à travers les eaux qui séparent les îles. Ils sont suivis de près par les baleines à bosse qui jettent leurs filets à bulles d'air pour piéger leur proie. Des milliers de poissons se font prendre dans leur gueule gigantesque. Elles filtrent l'eau pour retenir le krill et le poisson et se nourrissent sans relâche pendant des jours. Mais la nature a des réserves. Elle envoie un flux constant de poissons vers le nord et l'archipel de la forêt du Grand Ours. Chacun a droit à sa part, vieux ou jeune, petit ou grand. C'est un pays de cocagne, les Galapagos du Nord en quelque sorte. Les espèces ne sont pas aussi nombreuses et variées que dans les récifs coralliens des tropiques, mais les couleurs éclatantes et les dimensions des organismes sous-marins ne craignent pas la comparaison. Plus en profondeur, parmi les mollusques colorés et les coraux d'eau froide, l'océan abrite une forme de vie qui remonte à l'époque des dinosaures. Des éponges siliceuses. Les structures de ces organismes de 300 millions d'années sont réellement en verre et extrêmement fragiles. Les rivières approvisionnent l'océan en sédiments et les nutriments coulent doucement pour aller nourrir les coraux. Leurs branches rouges offrent d'excellentes cachettes aux petits crabes et aux poissons. La silice venue des roches fournit le matériau de construction des éponges. Alliée au sable et à l'eau, elle permet de fabriquer du verre. Sur le plateau continental, entre 180 et 300 mètres de fond, il y a même des champs d'éponges de verre. Elles sont présentes dans différentes régions du monde, mais ce n'est que le long de la côte ouest du Canada qu'elles se constituent en récifs entiers. Loin au-dessus de ces champs, une baleine à bosse joue avec son petit. Dans cette riche zone d'alimentation, il grandit à toute allure. Dans quelques mois, quand sa mère et lui quitteront ces eaux froides en direction du sud, ils auront besoin de toute leur force. La mère saute hors de l'eau pour montrer sa puissance. C'est monnaie courante ici, mais cela n'en reste pas moins un spectacle impressionnant.
Début septembre, tous les animaux de la région attendent avec impatience les grandes migrations de poissons. L'équipe scientifique met le cap à l'ouest. À la limite du Grand Large, sur des îles fouettées par le vent, une colonie d'otaries attend les poissons à l'abri des ours et des autres prédateurs. Les lions de mer de Stellaire sont les plus grandes des otaries. Cette espèce menacée ne vit que sur les îles les plus excentrées de la côte pacifique. Les mâles, puissants et fortement territoriaux, peuvent mesurer plus de 3 mètres et peser jusqu'à 1100 kg. Chacun règne sur une partie de la colonie et dispose d'au moins 12 femelles. Depuis les années 1970, leur nombre a chuté de 80%. Mais les scientifiques ignorent encore pourquoi. La surpêche dans le golfe d'Alaska pourrait en être l'une des causes. Le temps change. Les grosses pluies qui marquent la fin de l'été déclenchent une migration épique. Après 3 années passées en mer, les saumons repartent vers les rivières qui les ont vus naître. Une mère et ses 2 oursons blancs inspectent les rivages de l'île de la Princesse Royale, curieux de savoir si les poissons sont déjà arrivés. La couleur blanche est transmise à un ours sur 10 par le biais d'un double gène récessif. Des oursons blancs ne peuvent voir le jour que si les 2 parents sont porteurs. Or, des ours à la fourrure noire peuvent tout à fait porter le gène des ours esprits. Les aigles et les loutres de rivière seront les premiers à voir les saumons qu'ils attendent à l'embouchure de la rivière. Plus en amont, une mère ours étudie le niveau de l'eau. Il est encore trop bas pour que les saumons puissent arriver jusqu'ici. Cet ourson participera bientôt à sa première pêche au saumon. Les aigles, les ours, les otaries, les loutres et même les arbres attendent la plus grande arrivée de nourriture de l'année. Le festin annoncera aussi la fin d'un cycle annuel. Peu après, les ours se mettront en quête de leur tanière d'hiver. Marvin Robinson piste les ours esprits sur les îles et à l'intérieur des terres.
Face à l'île de la Princesse Royale, une mère grizzly et ses 2 petits inspectent les eaux. Les grizzlies vivent exclusivement sur le continent et laissent les îles aux ours noirs. D'habitude, ils évoluent plus haut dans les montagnes. Mais pour les saumons, ils descendent vers les estuaires. Marvin est inquiet. Les pluies ont été tardives. Il croise les doigts pour que la migration des saumons n'en soit pas affectée. Mais le niveau de l'eau monte enfin. Les grizzlies profitent de l'attente pour faire le plein de sucre et cueillent les dernières petites pommes sauvages le long des rives. L'hiver prochain sera le dernier que cette mère et ses petits passeront ensemble. Si elle engraisse suffisamment, elle mettra bas au printemps prochain. Mais si la pêche au saumon n'est pas assez bonne, l'ours interrompra sa grossesse et réabsorbera au cours de l'hiver l'embryon déjà présent dans son utérus. Toujours pas de saumon. Mais à présent, les pluies automnales battent leur plein. Cette région reçoit 4500 mm de précipitations par an, soit 4 fois plus qu'une ville très pluvieuse comme Vancouver, plus au sud, le long de la côte. Son nom de forêt pluviale est plus que mérité. Les spectaculaires chutes d'eau se déversent maintenant à pleine capacité. Pour l'équipe scientifique, c'est l'occasion de prélever des échantillons de cette eau pure. L'automne est là et les oies entament leur migration. Les rivières sont enfin suffisamment hautes pour que les saumons puissent eux aussi migrer. Ils vont retourner dans les eaux où ils sont nés, entre les bancs de sable situés plus en amont. À intervalles de 12 heures, pendant les marées hautes, des centaines de milliers de saumons s'élanceront. Les saumons roses et les saumons coho ont besoin des eaux limpides de ces rivières pour se reproduire. Ils arrivent. Les corbeaux répandent la nouvelle. Il faut une énergie et une détermination à toute épreuve pour effectuer ce périple. C'est maintenant ou jamais. Ces saumons n'auront pas d'autre occasion de se reproduire. Malheureusement pour eux, les prédateurs sont au rendez-vous. Des mouettes aux loutres, chacun veut sa part. La longue attente est enfin terminée.
Les poissons qui échouent dans leur ascension sont balayés par les eaux rageuses et terminent sur les rochers ou dans le varech de la zone intertidale, au pied de ce pigargue à tête blanche. Son bec tranchant est parfait pour déchiqueter les poissons. Les mouettes auront aussi leur lot. Mais sur cette côte, ce sont les pigargues à tête blanche, les rois des airs. En voie d'extinction il y a encore quelques années, ces oiseaux majestueux ont fait un retour en force impressionnant. Sur une des rives, un corbeau attend patiemment qu'un ours noir ait fini son petit déjeuner. Sans l'ours, il serait incapable d'accéder à la chair du saumon. La peau est trop épaisse. Ce malheureux saumon n'aura pas eu le temps de se reproduire. Il est tombé dans la dernière ligne droite. Les loups côtiers sont aussi de la partie. À présent, les estuaires regorgent de poissons. Les jeunes suivent leur mère qui tente de leur apprendre les ficelles de la pêche au saumon. Mais pour eux, ce n'est encore qu'un jeu. Dans les baïnes peu profondes, les poissons, épuisés par leur long voyage, sont faciles à repérer et à attraper. La mort d'un poisson est un événement apparemment sans importance. Mais l'accumulation de ces destins individuels assure la pérennité de tout un écosystème. Au cœur de la forêt, Marvin trouve souvent des restes amenés là par les loups. Ils ne mangent que la tête des saumons qu'ils emmènent avec eux dans la vallée. Les saumons sont porteurs d'un parasite et si les loups l'attrapent, ils peuvent en mourir. De génération en génération, ils apprennent à ne manger que la tête. Les cascades situées plus en amont semblent infranchissables. Pourtant, les saumons s'efforcent de les gravir coûte que coûte. Les plus résistants voient leurs efforts récompensés. Ce saumon est né ici il y a 3 ans. Il est de retour pour frayer en parfaite synchronisation avec tous ceux de sa génération. Au cours des premiers mois qui suivront l'éclosion, les jeunes poissons resteront dans leur cours d'eau de naissance. Puis, pendant l'été, ils descendront vers la mer où ils finiront de grandir. Ils resteront dans le Pacifique 2 ans avant de revenir dans la forêt pluviale du Grand Ours pour frayer et mourir.
En pleine poussée d'hormones, les poissons perdent conscience de leur environnement et de la présence de prédateurs. Sur leur lit de mort, les mâles se battent. Ils jettent leur dernière force dans la bataille et tentent d'obtenir la meilleure position pour transmettre leurs gènes. Le cycle de la vie se perpétue comme chaque année depuis des temps immémoriaux. Les mouettes et les autres animaux de la côte en sont les heureux bénéficiaires. La pêche devient plus facile pour les ours. Les poissons sont hébétés et ne réagissent qu'au moment où la patte arrive sur eux, quand il est trop tard pour s'échapper. Les saumons sont en piteux état. Leur périple les a éreintés. À présent, les ours peuvent même se permettre de faire les difficiles. Cet ours-esprit laisse un saumon mâle à demi-mort, décoloré par les moisissures qui se sont développées sur sa peau depuis son retour en eau douce. Les femelles qui portent encore leurs œufs ont bien meilleur goût. Au cours des 10 jours que dure la remontée des saumons, chaque ours et chaque loup en emportent environ 1600 dans les bois. Les ours-esprits sont difficiles à trouver, même pour des guides expérimentés comme Marvin. Il accompagne des chercheurs et des touristes qui espèrent admirer des ours blancs en pleine période de migration des saumons. Pour l'instant, ils n'ont vu que des ours noirs et des écureuils. Ils ont tout de même la chance d'assister à des scènes intéressantes, comme cette mer noire et ses petits en train de se nourrir. Il y a de fins gourmets dans la forêt. Ce jet de stellaire est à la recherche d'œufs de saumon. Ces protéines pures ont un goût particulièrement apprécié de ces oiseaux. La tête noire du jet de stellaire le distingue des jets bleus présents dans le reste de l'Amérique du Nord. Les cincles aussi sont amateurs d'œufs de poisson. Leur plumage huileux et étanche leur permet de plonger et de nager sous l'eau. Tous les animaux de la forêt pluviale semblent s'être donné rendez-vous autour des rivières à saumon. Les plus petits ont besoin d'agilité, d'une vue perçante et d'un peu de chance. Les jeunes ours noirs participent au grand festin pour la première fois. Jusque-là, ils ne connaissaient que le lait de leur mère, les herbes et les baies. À présent, ils découvrent les saveurs du saumon et de ses œufs. Dans ces eaux limpides, ils se repèrent sans mal et vu leur état de fatigue, ils devraient être faciles à attraper. L'essai n'est pas concluant. L'ourson a besoin d'un peu d'entraînement.
Marven arpente les cours d'eau depuis des jours. Soudain, le voilà. Face à lui, un ours-esprit, un des plus grands miracles de la nature. La fourrure blanche de ces ours leur confère un avantage pour attraper les poissons. Pour les saumons, elle ressemble à un nuage, une forme noire et plus menaçante. Marven préfère croire à la légende. Ce blanc serait un souvenir de l'âge glaciaire. Les années de vache maigre, une fourrure blanche peut faire la différence. Mais au plus fort d'une bonne migration, tous les ours peuvent manger jusqu'à s'en faire éclater l'estomac. Le reste de l'année, les ours noirs et blancs se côtoient peu. Mais à cette période, ils convergent tous vers les meilleurs lieux de pêche. Les ours noirs semblent plus agressifs et sauvages que les blancs, mais ils sont aussi plus craintifs. Peut-être parce que, à la différence des ours esprits, ils étaient chassés autrefois. En revanche, tous sont identiques sur un point. Ils doivent rejoindre les cours d'eau pour emmagasiner de la graisse avant l'hiver. Depuis des siècles, le saumon est aussi l'un des aliments de base des Amérindiens de la forêt pluviale du Grand Ours. Certains anciens, comme Helen Clifton, continuent de sécher et de fumer le saumon de façon traditionnelle. Regarde celui-là. Tu me diras s'il est prêt. Non, la peau n'est pas encore assez sèche. Il faut le fumer un peu plus. Voici ce qu'on appelle les bandelettes. Ce sont des ventres. Il y a un mélange de coho, de saumon rouge et de saumon royal. Là, on a le vieux bois. On fume le saumon avec du très vieux bois. Il produit une bonne fumée. Vous ne trouverez que du bois comme ça dans nos fumoirs. L'océan a été généreux avec nous. Le discours des anciens est empreint d'une profonde gratitude envers l'océan et la forêt qui les entoure. À présent, Hélène transmet son savoir à Marven, son gendre. Il y a suffisamment de poissons pour l'homme et pour les animaux depuis des millénaires. C'est une question de vie ou de mort pour la forêt pluviale du Grand Ours. Il faut espérer que ces oursons pourront vivre encore longtemps comme ils le font aujourd'hui. La croyance prétend que les ours noirs rejettent leurs frères et sœurs blancs. Quand ils se croisent, c'est généralement le blanc qui tourne les talons, même s'il est plus grand.
Et un dernier poisson pour la route. Mais un rival l'observe. L'ours esprit se retire. Les ours préfèrent généralement manger leurs poissons dans le calme de la forêt. Ils profitent des troncs creux ou de cavités sous les racines pour se coucher et digérer. Les vers, les insectes et une multitude de micro-organismes participent au processus de décomposition. Les mousses font macérer l'azote organique et le rendent assimilable par les arbres. Les saumons nourrissent vraiment la forêt. En étudiant la largeur des anneaux de croissance des arbres, il est possible de savoir quelles années la pêche a été bonne. Quelques semaines plus tard, l'automne prend ses quartiers. La migration des saumons est finie, la forêt et ses habitants ont pris des forces cruciales pour l'hiver. Certains font des réserves de graines et autres provisions hivernales. Maintenant que les estomacs sont bien remplis, la forêt se drape de silence. Les restes du festin se décomposent sur place, sont mangés par les hérons et les corbeaux, ou sont charriés jusqu'à l'océan où ils nourrissent le krill. La nature donnerait presque l'impression de faire du gâchis. Mais cette surabondance a son utilité. Les carcasses chargent l'eau de nutriments. C'est leur dernier cadeau à la nouvelle génération. La fin de cette migration jette les fondations de la prochaine. Ce cycle vieux de plusieurs milliers d'années est le moteur de tout l'écosystème. Mais il faut plus qu'un moteur pour qu'il fonctionne. L'équipe scientifique en est convaincue. Il est impératif que tous les rouages soient à la bonne place pour que les fascinantes formes de vie de cette côte survivent. Cette leçon, les cultures locales l'ont retenue il y a longtemps. Leurs chansons et leurs icônes rendent hommage à toutes les créatures de la forêt. Les cours d'eau et les montagnes, la forêt et l'océan, les vents, les plantes, les animaux, tous ont joué leur rôle pour que cette forêt prospère au fil des siècles. Pour que l'ours esprit ait un avenir, cet écosystème devra rester intact.